Bonjour à tous, merci de vous être connectés au webinaire Vaccination Covid-19. Je vais commencer tout de suite. C'est un webinaire qui est basé sur un système de questions-réponses. Tout d'abord, vos questions qui ont été envoyées à infovaccin@slbe.be et qu'Élise Lambert a compilées dans un tableau Excel. Vous verrez ce petit icône point d'interrogation sur les slides qui répondent à vos questions. Et puis pour que ce soit un petit peu dynamique, il y aura mes questions, 10 questions auxquelles vous pourrez répondre en direct via le logiciel WooClap. Donc, en guise d'introduction, où est-ce que l'on en est au niveau de la Covid? Au 1er janvier 2021, au niveau mondial, on avait répertorié plus de 84 363 566 cas et malheureusement plus de 1 834 519 décès. À savoir que le nombre de cas est sous-estimé puisque toutes les personnes touchées n'ont pas été testées. Au niveau belge, on a plus de 649 169 cas et plus de 19 644 décès. La Covid, c'est des décès, des Covid chroniques, mais aussi un burn-out des soignants, la faillite des indépendants, l'école à la maison, des violences intrafamiliales, une vie sociale interposée et une culture devenue non essentielle. Vous voyez dans la partie de droite le graphe qui représente le nombre de cas Covid. Et donc, vous voyez donc la ligne noire, c'est la Belgique. On est plutôt bien placé pour le moment, mais on n'est pas encore revenu entre les deux vagues. Première question. Le premier vaccin a été administré au, selon vous, 1. 18e siècle, 2. 19e siècle, 3. 20e siècle, 4. Aucune des propositions ci-dessus. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour voter. Voici vos réponses. Donc, 57%, 56% d'entre vous ont voté 19e siècle et 27% d'entre vous a voté 18e siècle. La réponse, c'est 18e siècle. Donc, le premier vaccin a été administré au 18e siècle. Donc, un petit peu d'histoire. En fait, le premier vaccin, il a été injecté par Edward Jenner, qui est en fait un médecin de campagne anglais qui vivait donc au XVIIIe siècle. À ce moment-là, en fait, il existait deux maladies. La variole, qui était une maladie contagieuse transmise par le pox virus, qui était une maladie mortelle, qui donnait de la fièvre et des éruptions pustuleuses. Donc, il survenait un décès dans 25 à 30% des cas. Et puis, il y avait une maladie qui était bénigne, qu'on appelait la vaccine, du latin vacca, qui veut dire la vache, qui était une maladie du bétail, qui était voisine de la variole, mais qui donnait uniquement cette éruption cutanée et dont les gens ne mouraient pas. Et en fait, les treilleuses, les fermières qui contractaient la vaccine, donc la maladie de la vache, elles ne mouraient pas, elles n'attrapaient pas d'abord, elles n'attrapaient pas la variole et donc ne mouraient pas de la variole, contrairement aux autres personnes. Et donc, pour essayer de protéger les personnes de la variole, ce que Jenner a commencé à faire, c'est d'inoculer à des sujets sains le liquide qui se trouvait dans les pustules de personnes qui avaient contracté la variole et qui étaient en cours de guérison. Et comme ça, en fait, il protégeait les personnes qui avaient été injectées. Malheureusement, il y avait une mortalité élevée quand il faisait ce processus. Et donc, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inoculé à des sujets sains du liquide de pustules de la vaccine. Et là, en fait, il protégeait les sujets injectés, inoculés, contre la véritable variole. Et donc, la première injection a été réalisée le 14 mai 1796. C'est James Phipps qui en a bénéficié et la fermière qui s'est laissé prélever ses pustules, c'est Sarah Nelmes. Et puis, quelques années plus tard, Louis Pasteur injectera le vaccin contre la rage en post-exposition à Joseph Meister, donc un jeune Alsacien qui s'est fait mordre par un chien.
Donc le principe du vaccin, découvert par Jenner, c'est d'entraîner notre système immunitaire à reconnaître l'ennemi afin de pouvoir s'en défendre lorsque le corps se verra attaqué par celui-ci. Donc chaque année, il y a 116 millions d'enfants qui se font vacciner et 2 à 3 millions de décès qui sont évités grâce à la vaccination. Donc vaccination contre des maladies telles que la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe, la rougeole, etc. Question numéro 2. Selon vous, comment a-t-on pu créer un vaccin Covid aussi rapidement? Réponse 1. La durée des essais cliniques a été diminuée. Réponse 2. Le nombre de patients dans les essais cliniques était restreint. Réponse 3. Il existait déjà des vaccins ARN bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché. Et réponse 4. Aucune des propositions. Je vous laisse répondre. Donc 54% d'entre vous ont répondu qu'il existait déjà des vaccins ARN qui bénéficiaient de l'autorisation de mise sur le marché. En fait, c'est faux. Donc, aucune des propositions ci-dessus est exacte, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comment est-ce qu'on crée un médicament? C'est en plusieurs étapes. D'abord, il y a les étapes précliniques sur des cellules in vitro et puis sur des animaux. Et puis, quand ces étapes précliniques ont été réalisées, on fait des essais cliniques chez l'homme. Ces essais cliniques sont divisés en plusieurs phases. La phase 1 qui comprend des volontaires sains, en général moins de 20 personnes, pour évaluer la sécurité du médicament. La phase 2 pour évaluer l'efficacité et la tolérance du médicament sur en général une centaine de personnes malades quand il s'agit d'un médicament. La phase 3, on compare ce médicament contre un placebo ou un médicament de référence. Ce sont des essais qui regroupent des milliers de personnes. Et puis, on demande l'autorisation de mise sur le marché. Ensuite, il y a la phase 4 où on poursuit la surveillance et on évalue l'intérêt du médicament en termes de santé publique. Et ça, sur cette phase-là, elle est réalisée sur des dizaines de milliers de personnes. Pour le développement du vaccin contre la COVID, les mêmes phases que pour tous les autres médicaments, tous les autres vaccins ont été réalisées. On n'est pas parti de nulle part. En fait, la base de la création de ce vaccin, c'était les technologies vaccinales développées antérieurement pour d'autres coronavirus, comme le coronavirus SARS, donc, qui est apparu en 2003, et le coronavirus MERS, qui est apparu en 2012 en Arabie saoudite. Et donc, en fait, on savait déjà que la cible vaccinale la plus intéressante, c'était cette protéine S. Rappelez-vous, la protéine S, vous avez expliqué lors de l'exposé précédent que c'est ces petites protéines qui forment les petits pics à la surface du coronavirus et qui lui donnent sa forme de couronne. Et donc, cette protéine S, c'est vraiment la clé qui va rentrer dans la serrure de nos cellules et qui va permettre au coronavirus de rentrer dans nos cellules, de s'y multiplier et de devenir infectant. Il existait déjà des vaccins ARN messagers à l'étude, comme le vaccin ARN messager Zika, chikungunya ou rage, mais aucun de ces vaccins ARN messagers ne bénéficiait d'autorisation de mise sur le marché. En janvier 2020, la séquence génétique complète du SARS-CoV-2 a été communiquée par les épidémiologistes chinois et on a pu assez rapidement commencer les essais cliniques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la COVID, c'est une priorité mondiale absolue. Donc, il y a des moyens financiers colossaux qui ont été mis sur la table. Donc, d'habitude, c'est ce que vous voyez dans le schéma, on fait la phase 1, et puis quand la phase 1 a bien fonctionné, on passe à la phase 2, et puis si la phase 2 fonctionne, on passe à la phase 3. Pourquoi? Parce que si en phase 2, on se rend compte que le médicament est inefficace, tout l'argent qu'on a mis, toute l'énergie qu'on a mis en phase 1 et en phase 2, c'est à jeter à la poubelle. Et là, en fait, c'est ce qu'on a fait
et on a fait des essais en parallèle. Donc en parallèle, on a fait la phase 1, la phase 2, et puis on a commencé assez vite la phase 3. Donc la durée des phases n'a pas été diminuée. Le nombre de personnes dans chaque essai n'a pas été diminué. Il a même été plus important parce qu'il y avait plus de volontaires pour se vacciner contre la Covid que pour n'importe quel autre médicament testé actuellement. Par contre, on a fait ces phases en parallèle et puis il y a des prises de décision rapides. Vous vous doutez bien que les dossiers Covid, ils ont été mis au-dessus de la pile et que les comités d'éthique, mais ils ont commencé par les dossiers Covid avant de réfléchir à d'autres médicaments. Mais donc, les exigences de qualité sont identiques pour le vaccin contre la Covid, identiques aux autres vaccins, voire même plus grandes, puisque on a vraiment une observation avec un nombre de cas qui est plus grand. Et donc, au niveau du calendrier, en mars 2020, on a commencé les essais cliniques de phase 1, donc chez l'homme, et puis en juillet 2020, on a débuté les essais cliniques de phase 3. Question numéro 3. Le vaccin de la firme Pfizer est un vaccin vivant atténué, 2, un vaccin à vecteur viral, 3, un vaccin ARN messager, 4, aucune des propositions ci-dessus. Alors, vous allez voir que dans la suite de l'exposé, je parle beaucoup de ce vaccin Pfizer. C'est bien sûr parce que c'est le vaccin que nous allons recevoir ici à la clinique. 92% d'entre vous ont répondu qu'il s'agissait d'un vaccin à ARN messager. C'est la bonne réponse. Donc en fait, il existe différents types de vaccins. Les technologies classiques, par exemple, c'est d'injecter un virus entier inactivé. Donc en fait, comment est-ce que ça se passe? Il y a le virus méchant et puis il y a le virus gentil. Donc on transforme ce virus méchant en virus gentil. On inocule ce virus gentil, donc inactivé, et le corps apprend à reconnaître ce virus gentil qui ressemble très fort au virus méchant. Et quand on rencontre le virus méchant, forcément, on sait se défendre contre lui. On peut également injecter une partie de ce virus, par exemple la protéine S. Les nouvelles technologies, il s'agit donc des virus, vaccins à ARN messager, notamment le vaccin de Pfizer. Là, il consiste à injecter la séquence d'ARN qui code pour la protéine S. Et puis, dans les nouvelles technologies vaccinales, on retrouve également les vaccins à vecteur viral, comme le vaccin d'AstraZeneca, le vaccin Johnson. 5 vaccins ont été commandés par la Belgique. Le vaccin Pfizer, Moderna, CureVac. Donc, ces 3 vaccins sont des vaccins ARN messagers. Et puis, les vaccins AstraZeneca et Janssen, qui sont des vaccins à vecteur viral. Donc, un vaccin à vecteur viral, c'est quand on introduit la séquence dans un virus qui est inoffensif, comme par exemple un adénovirus de singe ou un adénovirus humain. L'efficacité de ces vaccins, elle est connue pour le Pfizer et le Moderna. Et au niveau de la conservation, pour le vaccin Pfizer, la conservation se fait à moins 70 degrés. Injection à jour 1 et jour 21 pour le Pfizer, jour 1 et jour 28 pour le Moderna. Le vaccin ARN messager agit en modifiant mon matériel génétique. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est faux. Donc 92% d'entre vous ont bien répondu. Donc le vaccin ARN messager ne modifie pas mon matériel génétique. Pour vous parler du vaccin ARN messager, j'avais vraiment envie de vous présenter Katalin Karikó. C'est une femme extraordinaire. Elle est née en 1955 en Hongrie. La Hongrie appartenait à ce moment-là à l'URSS. Elle était biochimiste spécialisée dans l'ARN messager et elle travaillait dans le centre de recherche biologique de l'université de Szeged. En 1985, elle est renvoyée
et elle décide de partir aux États-Unis avec son mari et sa fille. À ce moment-là, on n'avait pas le droit de retirer de l'argent pour partir en voyage. Et donc, elle vend Salada, elle cache l'argent dans l'ours en peluche de sa fille qui avait 2 ans et ils partent tous les 3 aux États-Unis. Là, elle va travailler à l'université Temple et puis à l'université de Pennsylvanie. Elle va de refus en déception, de petites en grandes humiliations. Et puis en 1997, elle rencontre un immunologiste, Drew Weissman, qui travaillait à l'élaboration d'un vaccin contre le HIV. Et ensemble, en fait, ils vont trouver une technique pour modifier l'ARN pour qu'il soit toléré par notre système immunitaire. Et ils vont réussir à l'enrober dans une petite bulle lipidique parce que cet ARN, il est vraiment très fragile. Et en fait, c'est comme ça que est né le principe du vaccin ARN messager. Et donc, j'espère qu'elle recevra le prix Nobel en 2021. Alors, l'ARN messager, comment est-ce que ça marche? En fait, dans nos cellules, il y a du cytoplasme et il y a un noyau. Dans le noyau, il y a l'ADN, qui est en fait notre code génétique. Cet ADN va être transcrit en ARN, et puis l'ARN, il sort du noyau, euh, et dans le cytoplasme, il va être traduit par les ribosomes en protéines. Et donc, en fait, on pourrait faire cette comparaison que dans notre noyau, donc dans notre bibliothèque, il y a un grand livre de recettes, qui est le grand livre d'ADN, et qu'on transforme cet ADN en ARN, on fait une photocopie de la recette. La recette sort de la bibliothèque, elle va dans la cuisine, et grâce aux ingrédients, on met les ingrédients dans le four, et ça crée un gâteau qui va sortir de la cellule. Le gâteau, c'est la protéine. Et donc, en fait, quand on injecte un vaccin ARN messager qui code pour la protéine S du coronavirus, cet ARN messager qui est très fragile se retrouve dans le cytoplasme. Il va être traduit par nos ribosomes pour que notre corps en fasse une protéine S. Donc, on injecte la photocopie de recette du gâteau dans la cuisine et grâce aux ingrédients dans le four, on en fait un gâteau. L'ARN messager, il ne peut pas retourner vers le noyau où se trouve l'ADN. Donc, il n'y a pas de modification de nos gènes possible par le vaccin ARN messager. Donc, c'est impossible, si je garde la comparaison, pour la photocopie de recette, de retourner dans le grand livre de recettes. Alors, comment est-ce que ça marche? Une fois que nos cellules ont produit cette protéine S, le système immunitaire va apprendre à la reconnaître et lorsque on se fera infecter par le coronavirus, notre système immunitaire va reconnaître cette protéine S, il va pouvoir se défendre contre le virus afin de faire un Covid soit peu sévère, voire pas du tout de Covid. Et il y a, je tiens à le préciser parce que c'est une des questions qu'on m'a posées, aucun impact du vaccin sur le test PCR Covid-19. Les avantages et les inconvénients des vaccins ARN messagers, les avantages, c'est que c'est facile, c'est rapide de produire à grande échelle, beaucoup plus facile que de créer la protéine de façon synthétique. Donc là, c'est notre corps qui, de façon naturelle, va fabriquer cette protéine. Donc c'est plus facile de donner la photocopie de recette que de fabriquer le gâteau. Cette protéine S, elle va entraîner une réponse immunitaire complète, donc humorale, fabrication d'anticorps, mais également cellulaire, fabrication de cellules mémoire. Le vaccin ne comporte pas d'adjuvant et il est facile à adapter en cas de variant. Les inconvénients, c'est que ça coûte cher. Je vous ai déjà dit, l'ARN, il est fragile, donc il faut absolument le mettre dans une petite bulle lipidique. Cette petite bulle lipidique, elle peut donner des effets secondaires locaux et généraux. Et alors, le problème des vaccins à ARN messager, c'est leur conservation. Donc, vous savez que le vaccin Pfizer, il se conserve à moins 70 degrés. Question numéro 5. Quelle est l'efficacité du vaccin à ARN messager de Pfizer? 65%, 75%, 85%, 95%. Environ 80, ça bouge un peu. 75% d'entre vous ont répondu à la réponse 4, 95%, et c'est juste. L'efficacité du vaccin à ARN messager de Pfizer est de 95%. Je vous mets ici sur la partie droite de l'écran le print screen de l'article du New England qui rapportait cet essai clinique de Pfizer et qui montrait une efficacité du vaccin de 94,8%. Donc, comment est-ce que s'est passé cet essai clinique? Il y a 43
1548 participants qui ont été englobés dans l'étude. Ils avaient tous plus que 16 ans. Il y a 21 720 personnes qui ont été mises dans le groupe vaccin et 21 728 personnes qui ont été dans le groupe placebo. Ça se fait au hasard d'être dans le groupe vaccin ou dans le groupe placebo. Et forcément, ceux qui reçoivent le vaccin ou le placebo ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Dans le groupe qui a été vacciné, on a observé 8 Covid, dont un Covid sévère. Et dans le groupe placebo, on a observé 162 Covid, dont 9 Covid sévères. Donc, vous voyez en fait que c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre exceptionnel de 95% d'efficacité. Il y a des comorbidités qui ont été étudiées, comme notamment l'obésité, l'asthme, le diabète, la BPCO, etc. Plus de 21% des participants étaient âgés de plus de 65 ans. Au niveau de la méthode, donc c'est une injection en intramusculaire à jour 1 et jour 21. L'efficacité, elle est calculée 7 jours après la deuxième dose, mais après la première dose, on voyait déjà une efficacité de 52%. Pour ce qui est du deuxième vaccin ARN messager, le vaccin Moderna, son efficacité elle est semblable, elle est de 94,1%. Cette fois, l'essai regroupait 30 420 participants de plus de 18 ans. Dans le groupe vaccin, on retrouvait 14 550 participants et 11 ont développé un Covid, aucun cas ne fut sévère. Et dans le groupe placebo, 14 598 participants et 185 cas de Covid. Même chose, c'est une injection en intramusculaire. Le schéma est un peu différent puisque c'est une injection à jour 1 et jour 28. Question numéro 6. Quelle est la fréquence des réactions allergiques graves suite à l'injection du vaccin ARN messager de Pfizer? 1, 1 sur 100, 2, 1 sur 1000, 3, 1 sur 10 000, 4, aucune des propositions ci-dessus. Je crois que vous hésitez un petit peu entre 1 sur 10 000 et aucune des propositions ci-dessus. En fait, la réponse, c'est la réponse 4, aucune des propositions ci-dessus, puisque la fréquence est de 1 sur 100 000. Donc, les réactions allergiques, là, pour vous illustrer ceci, je vous montre un papier du CDC, donc un rapport de morbidité et de mortalité qui est paru en janvier 2021. À ce moment-là, il y avait déjà 1 893 360 doses administrées par le vaccin Pfizer et seulement sur ces 1 893 360 doses, 21 cas d'anaphylaxie. Donc, un cas pour 100 000 doses administrées. Par anaphylaxie, j'entends une réaction allergique sévère avec une éruption cutanée importante, une difficulté respiratoire, un gonflement des lèvres, etc. Ces réactions, elles sont survenues rapidement. Donc, dans 86% des cas, cette réaction est survenue dans les 30 minutes. 67% de ces patients qui ont fait une réaction allergique grave avaient des antécédents d'allergie. Ces patients ont été traités, notamment par de l'adrénaline, et n'ont conservé aucune séquelle de cette anaphylaxie. Donc, le vaccin, il va être contre-indiqué aux personnes allergiques à un des composants du vaccin. Vous pourrez avoir cette composition dans les résumés caractéristiques du produit. C'est disponible sur le site de l'AFMPS. Un des composants du vaccin, c'est le PEG, donc polyéthylène glycol. Donc, en fait, c'est ce lipide qui entoure l'ARN messager. Mais en fait, c'est important de savoir que cette petite molécule, elle se retrouve dans plein de produits qu'on utilise au quotidien, dans des médicaments comme des laxatifs, dans des produits de beauté, dans l'enrobage de certains antibiotiques, etc. Par prudence, les personnes qui sont allergiques au polysorbate sont également contre-indiquées au vaccin puisqu'il y a un risque d'allergie croisée avec le polyéthylène glycol. Donc, si on a fait une réaction allergique grave, immédiate, après la première dose, il y a une contre-indication à la seconde dose. Donc, les réactions allergiques, l'anaphylaxie, c'est rare. Par contre, ce qui est fréquent, très fréquent, c'est la réactogénicité. Donc, après votre vaccination, vous allez probablement avoir une douleur, un gonflement au site de l'injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre ou des frissons. Ce n'est
pas la Covid. C'est impossible de faire la Covid puisqu'on n'injecte pas le virus, on injecte un ARN messager. Par contre, il y a une réaction du corps au vaccin qui peut donner ce genre de symptômes. Il faut savoir que ces symptômes sont plus fréquents chez les personnes jeunes que chez les personnes âgées, parce qu'elles ont en fait un meilleur système de défense immunitaire, et que la réaction est plus importante à la deuxième dose qu'à la première dose. Il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre du Dafalgan, si vous n'avez pas de contre-indication Dafalgan ou paracétamol, prendre du paracétamol ne diminuera pas l'efficacité du vaccin. Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets secondaires rares et retardés? C'est possible. Donc, l'hétérogénéité des groupes à risque ne permet pas que tous les cas de figure soient représentés dans les essais cliniques. Mais on a déjà du recul. Il faut savoir qu'au 20 janvier 2021, donc il y a 2 jours, on avait déjà plus que 51 millions de doses administrées. Le top 4 des pays qui ont vacciné, c'est les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et l'Israël. Donc, il y a une surveillance par l'OMS dans 142 pays. Donc voilà, si on a pu manquer des effets secondaires très rares dans les essais cliniques de phase 3, maintenant, en fait, on a la vraie vie et des millions de gens qui sont vaccinés. Il est du devoir des médecins de reporter les effets secondaires quand ils apparaissent, éventuellement s'ils apparaissent. Ce qui est rassurant aussi, c'est que les effets secondaires vaccinaux, dans l'histoire de la vaccination, ils apparaissent en déant les 6 semaines et on a bien dépassé ce laps de temps actuellement. Ce qui est compliqué, par contre, c'est d'établir le lien entre un symptôme et la vaccination. Donc, lorsque 2 faits se suivent, le premier n'est pas forcément responsable du second. Donc, il y a par exemple eu une polémique à un moment sur les paralysies faciales qui auraient été causées par le vaccin. Et en fait, quand on reprend le taux de paralysie faciale attendu, le taux est tout à fait similaire dans le groupe des patients qui ont été vaccinés. Donc, pas de lien entre la vaccination et une paralysie faciale. La FMPS, donc l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, compile tous ces effets indésirables et vous pouvez les retrouver sur le site donc, de la FMPS. Question numéro 7. J'ai 50 ans, je pèse 120 kg et je suis commerçant. Je me ferai vacciner lors de la 1 phase 1A, 2 phase 1B, 3 phase 2, 4 aucune des propositions ci-dessus. OK. Donc vous hésitez entre la phase 2 et aucune des propositions ci-dessus. Je propose de passer à la slide suivante pour vous donner la bonne réponse. Donc, ce patient se fera vacciner dans la phase 1 qui a été redivisée, dans la phase 1B. Donc, c'est un patient qui a plus que 45 ans et qui a des facteurs de risque puisqu'il pèse 120 kg. Donc, il se fera vacciner durant la phase 1B. Donc, cet ordre de vaccination, il a été établi par la task force de vaccination et ça a été validé par les ministres de la Santé réunis en commission interministérielle. Donc, plusieurs phases. En phase 1A, les résidents et personnels des maisons de repos et de soins. En phase 1A2, les institutions de soins. 1A3, les professionnels de soins dans les hôpitaux. Ça, c'est nous. Phase 1A4, les professionnels de soins de première ligne. Et puis, en phase 1B, les personnes de plus de 65 ans, celles de 45 à 65 ans à risque, les personnes qui exercent des fonctions sociales essentielles, et puis en phase 2, tous les autres. La stratégie belge de vaccination, la vaccination se fait sur base volontaire, y compris pour le personnel soignant. Donc, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que le Covid restera une maladie professionnelle? J'ai posé la question à Madame Boval, a priori oui, mais selon les critères FEDRIS. La vaccination est gratuite et on vaccine uniquement les adultes. Quels sont les objectifs de la vaccination? L'objectif, ce qui a été étudié, c'est d'empêcher les formes graves, les formes sévères de la Covid.
l'effet sur la propagation du coronavirus au sein de la collectivité, c'est encore inconnu, mais on a des données encourageantes sur des modèles animaux, mais également sur les humains, puisque on a fait des tests, notamment dans l'étude de Moderna, des tests PCR aux patients, et en fait, il y avait beaucoup moins de Covid asymptomatique dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Donc le but, c'est d'arriver à une immunité collective pour pouvoir, mais pour briser ces chaînes de transmission du virus. Euh, pour l'instant, il est nécessaire de continuer à respecter les gestes barrières tant que l'immunité collective n'est pas suffisante. L'objectif, c'est de vacciner au minimum 70% de la population adulte. Ça, ce chiffre de 70%, il est vrai avec le coronavirus habituel. Maintenant, avec des variants plus transmissibles, un taux de 70% de vaccination ne serait peut-être pas suffisant. Donc, chaque vaccination compte. Question numéro 8. J'ai déjà été infectée par la Covid. Je dois me faire vacciner. 1. Oui, de toute façon. 2. Oui, mais seulement si je n'ai plus d'anticorps. 3. Non. 85% d'entre vous ont répondu oui, de toute façon, et vous avez raison. Donc, même si vous avez été infecté par la Covid, vous devez vous faire vacciner. Pourquoi? En fait, ce que l'on sait, c'est que il est difficile d'interpréter le dosage des anticorps, donc l'immunité humorale. Ce qui est important de bien se rendre compte, c'est que notre taux d'anticorps contre la Covid, quand on a fait la maladie, il diminue au fil des mois. Alors, il est d'autant plus important qu'on a fait un Covid sévère, mais ce taux diminue. Et ça a été prouvé, illustré notamment par Julien Fabrès, qui travaille chez nous au laboratoire. Donc ça, le graphe montre des résultats de sérologie chez le personnel soignant à la clinique Saint-Luc-Bouge, et vous voyez qu'au fur et à mesure des semaines, ce taux d'anticorps diminue. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont été réinfectées, donc qui ont fait 2 fois la Covid. Et donc, il n'y a pas d'intérêt d'un dosage des anticorps avant de se faire vacciner. Ce serait beaucoup trop compliqué de faire une stratégie de vaccination individuelle. Et en plus de ça, on ne sait pas très bien à partir de quel taux d'anticorps on est couvert ou pas couvert. Donc, la stratégie belge, c'est de vacciner toutes les personnes, même si elles ont fait la COVID, et de ne pas attendre un certain laps de temps après la maladie. Ce qui est rassurant, c'est que dans les études de phase 3, que ce soit Pfizer ou Moderna, il y a des personnes qui avaient un antécédent de Covid qui ont été inclus et leurs effets secondaires étaient comparables. Par contre, en cas d'infection active par le SARS-CoV-2, il faut reporter la vaccination. En général, on dit de 14 jours, mais de maximum 90 jours, parce qu'on pense que quand on a fait la Covid, on peut être protégé, mais de maximum 3 mois. De façon générale, on ne vaccine pas si on a une température supérieure à 38 degrés. Mais ça, c'est comme pour les petits-enfants. Pourquoi? Parce que l'efficacité du vaccin est possiblement amoindrie. C'est l'idée que le système immunitaire est occupé à se battre ailleurs. Donc, ce n'est pas le moment d'aller faire un vaccin. Question numéro 9. Les patients immunodéprimés ne doivent pas se faire vacciner. 1, vrai, 2, faux. 80% d'entre vous ont répondu faux. Vous avez raison. Donc, les patients immunodéprimés doivent se faire vacciner. C'est recommandé. D'ailleurs, des patients immunodéprimés ont été inclus dans les essais de phase 3 de Pfizer. Le seul inconvénient potentiel, c'est une possible diminution de l'efficacité du vaccin. Ce qui est rassurant, par contre, c'est qu'on sait que l'immunosénescence, donc le fait que l'immunité diminue avec l'âge, cela impacte peu l'efficacité vaccinale. Pour les patients qui sont sous traitement anticoagulant ou qui ont des troubles de la coagulation, la vaccination est recommandée. On garde l'injection en intramusculaire, on n'injecte pas en sous-cutané.
Par contre, pour les patients tous un thrombe, il faut s'assurer que l'INR est en dessous de 3, donc que le patient n'est pas en surdosage. Pour les patients qui prennent des anticoagulants oraux directs, on propose qu'ils prennent leurs médicaments 3 heures après l'injection. Pour les patients qui ont des troubles de coagulation, de façon générale, on prend une aiguille du plus fin calibre possible et on comprime pendant 2 minutes. Pour les femmes enceintes et allaitantes. Actuellement, la vaccination n'est pas recommandée en Belgique par mesure de précaution. Par contre, toutes les données qu'on a sont rassurantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tératogénicité chez l'animal. Donc, quand on a vacciné des souris, leur bébé souris n'était pas difforme ou quoi que ce soit. Il y a Mais pour l'instant, il n'y a pas d'études sur la sécurité du vaccin chez les femmes enceintes. Par contre, dans l'essai de Pfizer et de Moderna, il y a des grossesses inattendues et on n'a noté aucun événement indésirable. Et donc le CDC, les Américains, parlent plutôt d'une balance bénéfice-risque. Donc si une femme est à risque de Covid, c'est important qu'elle discute avec son gynécologue parce qu'elle pourrait peut-être quand même bénéficier de la vaccination. Pour ce qui est des désirs de grossesse, donc non, le vaccin ne rend pas stérile. Par contre, par prudence, on arrête la contraception 2 mois après la vaccination. Ça, c'est vraiment une mesure de prudence. Et il faut savoir que quand on fait un vaccin vivant, comme par exemple le vaccin de la fièvre jaune, on recommande d'arrêter la contraception seulement 1 mois après le vaccin. Dernière question, question numéro 10. Le vaccin n'est pas efficace contre le variant britannique. Est-ce vrai, est-ce faux? 92 d'entre vous ont répondu faux. Vous avez raison. Le vaccin est donc efficace contre le variant britannique. Donc, l'émergence de variants, c'est l'évolution naturelle du virus. Il y a déjà plusieurs variants décrits, donc ce fameux variant britannique ou B117, avec cette mutation N501Y qui fait que quand on fait les tests PCR, on ne voit pas ce gène S. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas plus méchant. Il a la même pathogénicité, par contre, il est plus contagieux. Donc, ce qui est très, très important, c'est de garder les gestes barrières. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le vaccin est efficace contre lui. Pour le variant d'Afrique du Sud ou le variant brésilien, on n'a pas encore suffisamment de recul concernant la vaccination. Mais il faut rester positif parce que justement, avec cette technique de vaccin ARN messager, il suffirait en fait de changer la photocopie de recette. Et donc, on pourrait créer assez vite un autre vaccin efficace sur les variants. Alors, les questions qui restent en suspens, est-ce que la vaccination sera annuelle? Ça dépendra de la durée de l'immunité conférée par le vaccin. Pour l'instant, on a un recul actuel de 8 mois. Donc, on sait que les personnes vaccinées, 8 mois après, elles ont toujours des anticorps, elles peuvent toujours se défendre contre le virus. Et ça dépendra des mutations éventuelles du coronavirus, parce que forcément, s'il mute très très fort, ben, le système et qui ressemble plus du tout au vaccin, mais il faudra se refaire vacciner. Est-ce que c'est un intérêt de se faire vacciner en post-exposition, c'est-à-dire qu'on a rencontré quelqu'un qui avait la Covid et on s'est vacciné après? Ben ça, il n'y a pas d'études pour le moment. Et on m'a également posé la question du passeport sanitaire. Donc, Israël crée un passeport vert, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent en Israël devront montrer ce passeport vert pour aller au cinéma, au restaurant quand ce sera ouvert et ne feront pas respecter leur quarantaine. Pour les autres pays, on n'a pas encore d'informations. En pratique à Bruges, comment est-ce que ça va se passer? Donc, la vaccination aura lieu dans la salle 1 et 2 du bâtiment de la crèche. L'ordre de priorité, il est défini par la VIC, comme je vous ai dit. Donc, c'est d'abord les urgences, les soins intensifs, les services d'hospitalisation, puis le quartier opératoire. Ensuite, le personnel en contact avec la COVID et le personnel sans contact avec la COVID. Il est interdit de céder le vaccin à une personne de votre choix. La vaccination commencera lundi, toute la semaine, et puis encore le lundi suivant. Et alors, la deuxième dose, 3 semaines plus tard. Il faut faire attention que la deuxième dose, si vous faites vacciner la semaine prochaine, tombe pendant les vacances, les congés de carnaval. Le vaccin, comme je vous l'ai dit, c'est le vaccin Pfizer.
Il y aura un questionnaire pré-vaccination, donc on s'assurera de 2 choses. La première, c'est que vous n'avez pas des symptômes de la Covid et la deuxième, c'est que vous n'avez pas de contre-indication donc au vaccin, comme par exemple une allergie connue au polyéthylène glycol. La surveillance, elle sera de 15 à 30 minutes. On pourra surveiller plus longtemps éventuellement les patients qui ont des antécédents d'allergie et l'encodage se fera sur Vaccinet. Dernière chose importante, c'est que commence à la clinique pilotée par Julien Fabrès et Christine Euscher l'étude CROVAX-HCP, donc qui va évaluer la réponse sérologique après vaccination du personnel soignant. C'est une étude qui est en partenariat avec l'UNAMUR, le CHU d'Inangodine et la clinique Saint-Pierre-Ottigny. Donc on fait appel aux volontaires. Donc comment est-ce que ça se passe? Il faudra faire une prise de sang avant la vaccination, et puis vous recevrez votre première dose de vaccin, une prise de sang ensuite, deuxième dose de vaccin, et puis encore, il y aura 5 échantillons de sang à donner. Ça permettra de faire votre profil sérologique, votre taux d'anticorps selon plusieurs techniques et voilà, d'avoir des infos comme sur le deuxième petit graphe. Donc, vous pouvez dès cet après-midi envoyer un mail à Julien Favresse si vous êtes intéressé de participer à cette étude. Voilà, je vous remercie pour votre participation. J'espère vraiment que vous ferez vacciner parce que le vaccin est sécure et il est efficace. Et voilà, j'en profite pour remercier tous mes collègues et surtout Kim, Julie, Adrien, Thibaut et Mike. Bonne journée.